Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 7-8 Week-end. Voici les titres de ce vendredi 4 juin. Une nouvelle étape a été franchie dans le projet de zone à faible émission du Grand Paris. Les véhicules portant des vignettes Critère 4 ne peuvent plus circuler à l'intérieur de cette zone depuis le 1er juin, mais les Yvelines résistent, nous ferons le point. En cette année 2021, ce sont les 100 ans de la radio. C'est en 1921 que la première station commençait à émettre depuis la Tour Eiffel à Paris. 100 ans plus tard, les postes à galène et les sapeurs télégraphistes ne sont plus là, mais la radio aussi, et avec elle ceux qui l'ont façonné. Patrice Carmouze, directeur de l'information de TV78, nous racontera ses meilleurs souvenirs de sa carrière en radio. Enfin, côté loisirs cette semaine, avec Célia Gatsongo, nous vous proposerons de découvrir une nouvelle boutique de jeux de société à Montigny-le-Bretonneux, mais aussi nous irons voir les 70 exposants de Paris Fermier à la ferme de Villetin à Jouy-en-Josas. Depuis mardi 1er juin, les véhicules ayant des vignettes Critère 4 sont interdits de circulation dans la zone à faible émission délimitée par l'A86 de la métropole du Grand Paris. Une nouvelle phase d'expansion qui ne fait pas l'unanimité. Les Yvelines résistent. Reportage de Célia Gatsongo et Bérangère Bourgoin. Le projet en cours, c'est qu'on va changer de voiture. Alors qu'elle a 84 000 km, ma voiture. Il y a des gens qui n'ont pas accès à des véhicules propres et qui doivent quand même aller travailler. La 86, cette autoroute définit le périmètre de la zone à faible émission métropolitaine qui interdit depuis mardi 1er juin la circulation des véhicules Critère 4. Une nouvelle phase d'expansion puisque les véhicules Critère 5 étaient déjà non autorisés depuis 2019. C'est une décision importante parce que c'est un processus qui vise évidemment à améliorer le cadre de vie, la santé, puisque Air Paris estime, on verra, on fera le bilan aussi de cette zone à faible émission à un moment donné. On peut baisser de 6 à 8% les émissions, oxyde d'azote et quasiment équivalent sur les particules fines sur la zone en question. Normalement, la ZFE comprend 2 communes yvelinoises qui entrent dans le périmètre intérieur de l'A86, Viroflay et Vélizy-Villacoublay. Ces 2 mairies ne veulent pas de cette interdiction pour ses usagers. On est en train d'exclure une bonne partie des gens avec les plus faibles revenus et déjà le temps de transport le plus long pour s'approcher, bien simplement travailler. On n'est pas allé au bout et si on pense que c'est une bonne mesure, il faut interdire les véhicules polluants sur la 86. Un avis partagé par l'association 40 millions d'automobilistes qui ne comprend pas cette interdiction. Vous avez des gens qui sont d'un côté de la A80, du mauvais côté de la A86, qui ont leur médecin de l'autre côté, qui ont leur école de l'autre côté, qui ont leur commerce de l'autre côté. Ils ne pourront plus aller chez leur médecin, à l'école ou à leur commerce. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? On prend leur voiture, ils vont aller dans un centre commercial à 20 ou 30 km à l'extérieur. Vous parlez d'une réduction de la pollution. Donc tout ça a été mis en place par des élites. Je pense que c'est beaucoup plus politique que efficace en termes de résultats. Pour autant, des aides seront mises en place pour changer de véhicule, jusqu'à 19 000 € pour un véhicule électrique ou hybride neuf et jusqu'à 12 000 € d'aide pour un véhicule électrique ou hybride d'occasion. Pour rappel, les véhicules avec vignette Critère 4 sont des voitures diesel immatriculées avant le 1er janvier 2006. Les 2 roues motorisées d'avant juillet 2004 sont également concernées. Comme je vous le disais en titre, en début de semaine, nous fêtions les 100 ans de la radio. Pour en parler, Patrice Carmouze, directeur de l'information de TV78. Bonsoir. J'ai pas 100 ans, moi, encore. Vous n'avez pas 100 ans, je le sais bien. On va reprendre un petit peu d'histoire, du coup, tout d'abord. C'est en 1921 que la première station commençait à émettre depuis la Tour Eiffel à Paris. Cette station émet d'abord des bulletins météo et de la musique. 100 ans plus tard, les postes à galène et les sapeurs télégraphiques ne sont plus là, mais la radio, si, elle est bien toujours là, et avec elle, ceux qui l'ont façonnée. Patrice Carmouze, vous avez commencé votre carrière en radio avant de vous diriger vers la télévision. Vous avez commencé votre carrière à France Inter, puis vous êtes passé par Europe 1, et vous avez même été rédacteur en chef de l'émission À la bonne heure de Stéphane Bern sur RTL, exactement. Je fais toutes les stations à peu près. J'ai même fait BFM aussi. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la radio, justement? Ah, c'est formidable, la radio. Moi, j'ai toujours...
préférais même la radio à la télévision parce que il y a un contact direct avec les auditeurs. On a une liberté. D'abord, on peut arriver sans s'habiller, sans se maquiller. C'est très simple. À la télé, quand même, c'est quand même l'image. Moi, j'ai toujours le souvenir d'une soirée électorale, par exemple, il y avait un homme politique qui avait un pansement sur le nez. Le type a peut-être dit des choses absolument extraordinaires, très intelligentes, mais personne n'a écouté. Tout le monde dit, mais pourquoi il a un pansement sur le nez, vous voyez? Tandis qu'à la radio, on écoute, on est là, on est dans un lien très fort avec les auditeurs qui peuvent appeler, qui peuvent... D'abord, c'est très simple, hein, il y a un téléphone, on peut interagir très vite. Donc tout ça fait que c'est un média assez exceptionnel, oui. On est plus concentré sur l'échange finalement, on est plus aussi dans l'intimité peut-être? Dans l'intimité, dans le fond des choses aussi. Les gens écoutent, réagissent. Je veux dire, en télévision, on est plus, c'est normal, hein, c'est l'image qui domine. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, c'est même assez différent. Et c'est ce qu'on aime faire quand même, la télévision. Bien sûr. Mais on continue à parler de la radio à l'occasion de ce centenaire de la radio. Quel est votre meilleur souvenir, justement, dans ce média qu'est la radio? Ouh là là, parce que j'en ai fait beaucoup, longtemps de la radio. Je dirais 3. Allez, un perso, alors j'étais à BFM à l'époque, j'animais une émission qui s'appelait Un quart news, 3 quarts culture, c'était un joli nom, et tout le monde cherchait Michel Houellebecq parce qu'il avait dit des choses sur la religion, sur l'islam. Il avait dit l'islam est la plus conne des religions, ça lui avait valu d'être poursuivi et tout ça, donc il se montrait plus, j'étais le seul chez qui il est venu, donc ça c'était plutôt bien. Et puis après, il y a des souvenirs un peu en dehors même des émissions. Moi, j'ai toujours le souvenir d'une émission qu'on avait faite à la montagne. Et alors, le soir, on avait été dîner en haut, enfin dans les hauteurs, on avait un peu bu et tout ça. Et je me souviens d'une descente en luge avec François Morel, qui est resté dans mes souvenirs. Et puis, il y avait aussi, quand on était à Europe avec Christophe, on partait parfois du studio, comme ça, on s'absentait, il n'y avait plus personne à l'antenne. C'était assez marrant. Des souvenirs plein la tête. Mais pour vous, quel est l'avenir de la radio, justement? Alors, je crois que ça m'a beaucoup frappé, ça. Quand j'étais notamment dans des grandes stations, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion de la part des dirigeants des radios sur ce qu'est l'avenir de la radio. D'abord, c'est un média qui est aujourd'hui écouté plutôt par ces personnes assez âgées. C'est un média qui est en train d'évoluer. Il y a de nouvelles façons de l'écouter. Il y a Internet, il y a le podcast qui devient de plus en plus fréquent. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la radio, c'était l'immédiateté, quoi. Il y avait une info, et ça a été très vrai quand il y a eu des grands événements. En mai 68, ça a été ça. C'était la vogue d'Europe 1 et de RTL. C'est parce qu'ils étaient sur le terrain et que la radio nationale était un peu moins, elle était plus figée. Donc ils étaient là. Les événements, les grands discours, quand De Gaulle fait son appel le 18 juin, c'était à la radio, évidemment, mais quand il dit sous l'Assemblée nationale en 68, il y a une crise, une grande tension, il le fait à la radio. Il n'y a pas l'image, et c'est plus fort historiquement. Donc c'était ça, c'est plus ça aujourd'hui, évidemment. Il y a les podcasts, il y a le fait que les gens écoutent de tous les endroits du monde, et alors il y a peut-être quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir, qui est en effet un lien entre le monde entier qui pourrait se faire grâce à la radio, je crois. Une radio mondialisation. Une radio mondialisée, oui, absolument. Eh bien, merci Patrice Carmouze pour ces précisions, pour vos souvenirs, en espérant que le prochain centenaire de la radio soit tout aussi bon. Et surtout, si vous voulez en savoir plus, on verra bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la radio, n'hésitez pas à retrouver l'émission Le Club de la Presse, présentée par Wilfried Richy, qui sera diffusée vendredi 4 juin à 20h, mais aussi sur notre site internet tv78.com. Les médias locaux se réunissent pour évoquer l'histoire de la radio avec ce centenaire. Et dans le reste de l'actualité, on passe justement au résumé de l'actualité de la semaine dans les Yvelines avec Mélanie Poquet. L'injection est depuis le 31 mai possible dès 18 ans et sans comorbidité. La campagne de vaccination contre la Covid-19 s'est élargie. Objectif du gouvernement, atteindre les 30 millions de primo-vaccinés en juin. Sensibiliser au respect de l'environnement, Naturel Aventure, c'est le rallye 100% féminin en voiture électrique pour conduire de façon économe, trek et orientation. Le départ a été donné devant la mairie de Versailles le 30 mai. Sensibiliser jusque dans les foyers, la ville de Beynes a conçu des sacs à pain avec numéro d'urgence et violentomètre. Les 2 boulangeries de la ville vont distribuer 10 000 sacs à leurs clients.
Un mois après le lancement, un premier bilan sur l'utilisation des trottinettes électriques à Saint-Quentin en Yvelines. Près de 2000 passes et abonnements ont été achetés, 6000 trajets ont été réalisés. 2 jours d'éco-festival, les élèves du lycée des 7 Mars à Maurepas ont été sensibilisés à diverses pollutions entre friperies gratuites et expositions choc. Et après une semaine bien chargée, quoi de mieux que de se détendre le week-end? Comme chaque semaine, Célia Gatsongo vous propose ses idées sorties et loisirs. Cette semaine, nous allons parler des jeux de société. Une nouvelle boutique a ouvert ses portes à Montigny-le-Bretonneux. On avait d'ailleurs reçu il y a quelques mois le gérant qui nous parlait du lancement de sa cagnotte en ligne. Le projet a donc abouti et le magasin des rires et des jeux est ouvert depuis samedi 22 mai. Bérangère Bourgoin et Justine Brasier y sont allées faire un tour. Skijo, Carcassonne ou encore Catane, ce sont les jeux de société du moment. En plein essor, l'attrait pour ces jeux a été accéléré par les confinements. Alors c'est vrai que les jeux de société avaient tendance à revenir de plus en plus avec de plus en plus de force. Les gens commençaient à découvrir qu'il y avait des jeux de société modernes. Mais je pense que le confinement a créé une accélération en fait de la chose. Avec ses 1500 références en jeux de tout type, Kevin Armangod, le gérant, ne veut pas simplement être un lieu de vente. Il compte organiser dès que possible des soirées jeux. On aura des soirées à thème donc, qui vont être développées autour parfois de mécaniques de jeu, parfois autour des nouveautés, parfois aussi au travers de jeux comme les jeux de rôle, donc faire de l'initiation aux jeux de rôle ou alors faire de l'initiation à la peinture sur figurine. L'occasion également pour les joueurs de faire de nouvelles rencontres. C'est vrai que parfois de pouvoir rencontrer des gens qui ont cette même passion, ça peut être sympathique. On peut parfois rencontrer des gens qui sont à 2 rues de chez nous mais qu'on ne connaissait pas et là ce sera l'occasion justement de les rencontrer. Un crowdfunding avait été lancé avant l'ouverture, un succès puisque le montant avait été largement dépassé. Cet habitant de Maurepas y avait participé. Le crowdfunding a bien marché, donc ça veut dire que les gens avaient envie en soi qu'une boutique de genre ouvre ici. Les clients sont au rendez-vous depuis 1 semaine et demie, ils attendaient l'ouverture de cette nouvelle boutique avec impatience. Je pense qu'il y a une grosse communauté de joueurs de tout type, ça peut être des familiaux ou plus pointus et c'est vrai qu'à proximité directe, sur une communauté de l'agglo comme Saint-Quentin, plus la taille de la communauté, c'était un vraiment quoi. De beaux jours sont donc à venir pour les joueurs des environs qui pourront très prochainement se réunir et jouer autour des tables de la boutique. La ferme de Villetain à Jouy-en-Josas accueillera du 4 au 6 juin prochain l'association Paris Fermier. 70 producteurs fermiers proposeront leurs produits. Cette vente en circuit court permettra aux visiteurs de rencontrer aussi ces agriculteurs producteurs. Tour du programme dans l'Interview Express avec Bruno Pelletier, le président de l'association. C'est une association qui a vu le jour il y a une petite trentaine d'années et qui a pour but de valoriser les produits agricoles au niveau national. Nous, l'objectif, c'est à la fois de ramener une partie de notre clientèle sur l'exploitation, mais c'est aussi et avant tout pour que on puisse vendre aussi nos produits en vente directe. Alors, il y a en général, on va dire une petite quinzaine de producteurs de vin, des gens qui vendent de la viande. Donc, je parlais du bison tout à l'heure, mais il y a aussi de la viande d'autruche, il y a de la viande de bœuf, il y a du canard. Et puis après, vous avez les fromages, alors qu'ils sont représentés soit en fromage brebis, chèvre ou vache. Et puis, vous avez les producteurs de miel qui sont là aussi. Bon, il y a un panel de producteurs. Il y a des producteurs d'escargots. En fait, tout ce qu'on retrouve dans la consommation courante est mis à disposition de la clientèle. On aura, Monsieur Dupré propose des balades à poney pour les enfants. Ça c'est important parce que ça donne une légitimité aussi à la structure. Il y a possibilité de visiter la ferme, enfin la traite. On peut visiter la traite. Le musée départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye ouvre gratuitement les portes de son jardin. Pendant 3 week-ends, l'événement Juin au jardin proposera aux visiteurs des animations thématiques. Pierre-Marie Vautier, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes chargé de médiation culturelle au musée. Depuis la fermeture du musée pour rénovation en 2018, c'est la première fois que vous ouvrez le jardin aux visiteurs. Alors exactement, oui. Et du coup, c'est également une ouverture en semaine. On est ouvert du mercredi au dimanche. Du coup, du mercredi au vendredi, on ferme à 17h. Et le week-end, on sera ouvert de 10h à 18h. Et comme vous le soulignez, c'est la première fois qu'on réouvre depuis juillet 2018. Et alors, quel est le but de l'événement Juin Jardin ? Alors, c'est vraiment de faire que les habitants de Saint-Germain-en-Laye et des environs se réapproprient ce jardin qu'ils ont en partie oublié. C'est un jardin assez exceptionnel. Alors, il est sur une pente boisée en contrebas d'une terrasse du XVIIe siècle. Et c'est un jardin qui a hérité son tracé du XIXe siècle, à une époque où le bâtiment du musée actuel était occupé par une compagnie de jésuites, du coup des religieux qui organisaient des retraites spirituelles. Et ce jardin, il a été dessiné pour inviter à la méditation, au repos. Et du coup, c'est le tracé qu'on a encore aujourd'hui. Et ce qu'on a voulu offrir là, c'est vraiment de permettre aux habitants de parcourir ce jardin. Alors, on va parler du week-end prochain, le samedi 5 et dimanche 6 juin. Quelles seront les animations proposées ? Alors, le 5-6 juin, on s'est focalisé sur le thème « Rendez-vous au jardin ». Du coup, il y aura de nombreux ateliers de croquis sur la nature. Il y aura des jeux de société pour famille. Il y aura un stand avec l'association Biodiversité 78 qui vous donnera des conseils sur comment avoir un jardin éco-responsable et de nombreuses autres petites activités. Le dimanche après-midi, vous aurez une possibilité de restauration sur place avec la petite pâtisserie de Lily. Voilà, et de nombreuses autres petites surprises. J'ai vu qu'il y aura un atelier paysagisme qui aura lieu dimanche 6 juin. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourra faire lors de cet atelier ? Alors, c'est un atelier de dessin essentiellement qui explorera plusieurs notions de composition et de perspective et de et de couleurs qui peuvent vous aider à aménager un jardin. Voilà, c'est proposé par les plasticiens du musée. Et est-ce qu'il y aura des ateliers adaptés pour les enfants ? Oui, alors c'est vraiment une offre qui est familiale. Les familles de Saint-Germain-en-Laye sont vraiment notre public cible, même si on s'adresse également aux adultes. Donc c'est vraiment tout âge et spécialement adapté aux familles. Et qui animeront du coup ces ateliers ? Est-ce qu'il y aura diverses associations ? Pour une bonne partie, ce seront les équipes du musée, mais nous avons également de nombreux partenariats. Alors sur ce week-end-là, nous aurons la Microfolie de Saint-Germain-en-Laye qui participera. Nous avons l'association Biodiversité 78 et la petite pâtisserie de Lydie. Alors sur ce premier week-end, je pense que je n'oublie personne. Mais en tout cas, le programme détaillé et à retrouver sur notre site. Il y a un certain nombre des activités qui sont sur réservation. C'est entre autres lié au Covid. Alors du coup, voilà, si vous souhaitez venir, c'est très important de s'inscrire sur notre site musée-maurice-denis.fr. Eh bien, c'est noté. Est-ce que d'autres événements seront peut-être prévus dans le jardin du musée Maurice-Denis ? Alors, comme je vous le disais, ce week-end du 5-6 juin est centré sur les jardins, mais le week-end suivant, le 12-13 juin, sera centré sur le bien-être, avec par exemple des séances de yoga. Le 19 juin, on aura un concert de Elias Driss, un jeune artiste soutenu par la Clé. Et enfin, le 20 juin, qui sera un peu notre point d'orgue, ce sera une grande journée de reconstitution historique avec un grand pique-nique qui sera animé par la compagnie de l'histoire et des arts. Et on vous invite à une kermesse en 1896. Donc, journée costumée avec jeux d'époque et un concours de la plus belle nappe de pique.
Très bien, eh ben c'est noté, on prend notre ticket. Merci beaucoup Pierre-Marie Bautier d'avoir été notre invité. Je vous souhaite une très bonne soirée, c'est avec plaisir. Et pour finir cette page loisirs, je vous propose une idée de sortie pour ce week-end. Un concert classique est organisé samedi 5 juin à 19h30 à la salle des fêtes de Marly-le-Roi dans le cadre des fantaisies musicales. L'orchestre de l'Alliance viendra jouer en compagnie de la soprano Marie Perbeau, victoire de la musique 2020 dans la catégorie Révélation artiste lyrique. Le concert gratuit dure 1 heure, inscription obligatoire auprès du service culturel de la ville. Et l'émission continue avec Éléonore pour parler de l'actualité. Pour refermer cette émission, comme chaque semaine, votre rendez-vous en partenariat avec les Surligneurs, ce collectif qui décrypte les déclarations des personnalités publiques et politiques. On écoute Vincent Couronne, docteur en droit à l'université Versailles-Saint-Quentin et fondateur des Surligneurs. Supprimer les aides régionales aux délinquants multirécidivistes, Laurent Wauquiez n'est pas le premier à évoquer cette possibilité, mais candidat à sa réélection à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il est assurément le plus visible en ce moment. Premier problème, certaines aides régionales sont rendues obligatoires par la loi. La région ne peut donc pas décider de ne pas la verser, c'est le cas par exemple des aides à la formation professionnelle. D'autres aides sont facultatives, comme par exemple la gratuité des manuels scolaires, mais la plupart des régions, sinon toutes, ont malgré tout pris en charge les manuels des lycéens. Peut-on priver de cette aide un élève délinquant? Le problème, c'est qu'ici, il ne serait pas cohérent d'exclure un élève délinquant de la gratuité des manuels scolaires, car l'objectif de cette gratuité, c'est de lutter contre les exclusions sociales en favorisant l'apprentissage. On en a la preuve, le maire de Béziers avait voulu à l'époque subordonner les aides de la ville aux familles à l'attitude citoyenne de leurs enfants. La justice a condamné cette décision au motif que ces aides, qui étaient des aides de secours, ont pour objet de secourir les personnes en détresse et n'ont pas de rapport, sinon aucun rapport avec l'attitude citoyenne de la personne. Mais ce n'est pas tout. Comment un président de région peut-il savoir qu'un jeune est délinquant et en plus multirécidiviste? Actuellement, la région n'a pas accès au casier des bénéficiaires des aides régionales. Il faudrait donc modifier la loi. Et puis enfin, les régions n'ont pas de compétences en matière de répression pénale. Tout cela ne veut pas dire qu'il faudrait refermer le débat lancé par Laurent Wauquiez, non. Cela veut simplement dire que ce débat, il ne doit pas avoir lieu à l'échelle régionale, mais nationale. C'est la fin de votre 7-8 week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon week-end et une très belle soirée.